Aujourd'hui, dans Long Live, j'ai le plaisir de recevoir celle qui pour moi a été et reste un modèle d'énergie, le symbole de la femme sportive, fraîche, dynamique, prête à relever tous les défis. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Simon. Alors c'est une figure connue du grand public parce que vous l'avez vue animer de nombreux programmes à la télévision et les sportifs, eux, la connaissent plutôt parce qu'elle a été championne de France de planche à voile dans les années 90. Aujourd'hui, elle est toujours sur l'eau, mais elle s'est plutôt mise au kitesurf. Sur terre, elle court, elle nage, elle pédale. À presque 60 ans, Nathalie Simon enchaîne les Ironman. Rendez-vous avec une femme dont le tonus n'a pas d'égal. Alors on va lui demander quelles sont les clés, comment garder cette dynamique. Est-ce qu'on doit continuer à vouloir relever des défis ou au contraire, doit-on ralentir, s'adapter ? On pose donc toutes ces questions à Nathalie Simon. Merci Nathalie d'être là. Merci de m'avoir invitée, Lucille. T'as dormi en coloc chez les Jones. J'ai dormi chez les Jones, ouais, chez ma fille. Je vais pas y aller par quatre chemins. Ma première question directe, c'est comment tu fais pour être aussi fraîche et sportive et voilà. En gros, comment est-ce que tu fais direct pour te présenter comme ça, de façon aussi facile ? T'as quel âge exactement, on peut le dire ? Oui, je viens d'avoir 59. Alors, comment dire ? Tu sais, j'y pensais justement, j'en parlais avec Tanguy, mon Tanguy, mon mari, depuis toujours. Je dis depuis toujours parce que en fait, j'ai l'impression que c'est quasi une vie ensemble, plus de 40 ans. Ouais. Et on se disait finalement, pour être en forme après 50, faut pas y penser à 45. C'est un peu comme une carte de crédit à paiement différé, c'est-à-dire que tout ce que tu dépenses un peu trop entre 20 et 40, tu le payes après. Et donc, faut y penser quoi, à 20 ans ? Il faut y penser, en vrai, quand tu as 20 ans, quand tu regardes un petit peu les études de physio, etc., des cellules, etc., tu te dégrades à partir de 20 ans. Tu t'oxydes. Voilà, le temps est oxydant. Et si tu n'as pas une hygiène de vie, un bon sommeil, voilà, déjà, faire attention au soleil, etc., ça va mal se passer après. Ensuite, je mets un petit bémol à ça parce que j'aime pas les avis trop radicaux comme ça. Que si tu fais du sport, même si tu commences tard, les effets bénéfiques du sport arriveront. Mais c'est mieux gros, d'y toi, penser. C'est quand même quelque chose à quoi tu y penses depuis que tu as 20 ans déjà, de bien vieillir, j'y pense pas. Ou tu as juste une hygiène de vie comme ça, toute façon. Oui. Non, je suis sportive. Dans mon ADN, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais peut-être un petit peu quand même. J'aime le sport pour tout ce qui m'apporte de fraîcheur justement, de vivacité d'esprit, quand tu te sens, tu dis je suis fit. C'est pas juste je suis fit dans mon corps. C'est que quand je suis fit dans mon corps, je suis fit dans ma tête, je suis fit dans ma vivacité, dans ma curiosité. Je reste fit. Alors je vieillis certes. Mais j'essaye de pas devenir vieille. Ça, c'est une phrase que j'emprunte à Joël de René, qui est une sorte de modèle pour moi de vivacité, d'esprit et de curiosité. Je suis vieille, mais j'essaye de ne pas devenir vieille. Ouais, c'est ça. C'est bien. Enfin, je suis vieille. C'est quoi devenir vieux ? Je vieux ? vieillis. Forcément, je vieillis. Je vieillis chaque année. Je prends un an, comme tout le monde. Je suis pas Highlander, mais j'essaye de rester curieuse comme je l'étais à 20 ans. T'as pas près de 60, t'as pas la même audace que t'as à 20 ans, parce que à 20 ans, t'es audacieux. Tu penses pas à ce qui peut t'arriver, tu penses pas à la mort, enfin, sauf certains. Mais ça te paralyse si tu commences à penser à tout ça. Donc, tu te lances tous les défis de la Terre, et voilà. Après, quand tu vieillis, tu t'es pris quelques claques, tu connais les échecs, tu sais ce que ça peut t'apporter, en bien comme en moins bien d'ailleurs, parce que dans les échecs, il y a toujours du bon à sortir. Mais t'es peut-être moins audacieux. Moi, j'essaye de garder ça, voilà. Et c'est quoi pour toi cette audace à bientôt 60 ans ? Qu'est-ce que tu essayes de faire ? C'est quoi ? C'est plutôt dans le sport ou plutôt dans le professionnel, dans le couple ? C'est lié. Tout est lié. En réalité, tout est lié. Moi, comme je suis très sportive, que j'ai été sportive de haut niveau,
et que finalement, toute ma vie professionnelle s'est construite autour de ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai le temps, parce que j'ai plein de gens qui me disent « Mais comment est-ce que vous faites? Vous avez un métier, vous travaillez quand ?» En fait, oui, je travaille là. Là, je cours, donc je travaille. Je dois être en forme. J'ai intégré le sport à ma vie de façon vraiment très, très liée. C'est pas dissocié du tout. Donc non, je n'essaie pas de trouver 5 minutes parce que j'ai construit tout ça autour du sport et du bien-être. Mais c'est un sport différent aujourd'hui. Voilà. C'est un sport différent de pratique ou Je suis pas dans le haut niveau, je suis pas dans la performance pure. Je suis revenue finalement à la sportive que j'étais avant d'être sportive de haut niveau, c'est-à-dire j'aime vraiment le sport plaisir. Le sport plaisir. J'aime ce que ça m'apporte. J'aime alors surtout le sport nature. Je suis pas tout à fait un hamster de salle parce que j'aime bien le hamster qui tourne sur sa petite voilà. Mais quand j'étais parisienne, j'étais obligée de l'être et je comprends. J'aime ce contact avec les éléments. J'ai toujours cette joie quand je suis sur l'eau, quand je navigue, quand je nage, quand je suis en forêt. Le bain de forêt, je le prends. Voilà. Le sport, les endorphines, la sérotonine, la dopamine, on est une petite usine chimique, le corps. Et tout ça, je sens ce qui se passe en moi et j'aime ça. Ouais, mais là, tu dis sport plaisir, mais moi, je te suis, on discute aussi souvent. Tu t'entraînes quand même pour faire des half Ironman et même t'aimerais faire un Ironman complet. Je l'ai déjà fait, l'Ironman, en 2016. Et je suis pas sûre d'avoir envie de recommencer. Donc, attends, juste quand même pour qu'on puisse expliquer ce que c'est qu'un Ironman. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est l'enchaînement natation, vélo, running dans des... Donc, c'est quoi? C'est 3 km 9 de natation. Oui, le full Ironman, le vrai, entre guillemets, celui originel, oui, c'est 3,9. 3,9 de natation, presque 4 km de natation en eau libre, donc en mer ou en lac. C'est ça. Ensuite, il y a 140 km. 190 km. 190 km de vélo, souvent en montée, montagne. Ça dépend du triathlon, parce que si tu es à Hawaï, c'est plat. Mais il fait très, très, très chaud, dans des conditions... c'est long, de toute façon. Voilà. C'est long. Et ensuite, un marathon, donc 42 km de running. Et quelques. 42 km 400. Mais des fois, c'est les et quelques qui sont les plus durs. Oui. Oui. Alors donc, c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de temps. Et surtout, un engagement dans ta vie professionnelle, ta vie familiale, ton physique, un peu hors norme. C'est pour ça que le half, c'est-à-dire la moitié de tout ça, donc ce qu'on appelle le 70.3. Pourquoi on dit 70.3? Parce que c'est la distance en miles cumulée, 70 miles.3 de tout, de ce que tu viens de dire, mais divisé par 2, c'est plus simple pour moi. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je t'ai dit il y a 2 minutes que j'étais plus dans la performance. D'abord parce que j'ai un mari qui est très compétiteur. Et moi, je le suis moins. Mais lui, il aime bien. Il est dans tous les Strava, les datas, il connaît les temps de tout le monde. Et moi, je lui dis, mais j'ai fait quel temps il y a 2 ans? Il sait me sortir le temps. Moi, je l'ai déjà oublié. En fait, je m'en fiche un petit peu. Mais de faire, de m'engager sur ces triathlons me permet d'avoir, une super motivation pour m'entraîner. Parce que c'est aussi un sujet, la motivation. 2, de me pousser un petit peu, parce que sinon, j'irais peut-être courir tranquillou milou et j'essaierai pas de toujours un petit peu, performer. Pas pousser aux fesses, mais de progresser, parce qu'on peut toujours progresser, même quand on a 60 ans. Et puis, je suis en club et c'est super agréable, en fait, d'aller courir avec d'autres, rouler avec d'autres, nager avec d'autres. Quand je vais à la piscine avec le club, j'ai l'impression que j'ai 12 ans. Quand j'étais en club à la SPTT à Orléans. Et je me dis, waouh, mais c'est génial. En fait, j'avais oublié ce sentiment génial de se challenger à d'autres. Et donc, quand tu dis on peut toujours progresser à 60 ans, tu progresses en quoi? Est-ce que tu progresses en cardio? Est-ce que tu progresses en technique, en expérience, en connaissance de toi? Tu ne peux pas, à 60 ans, avoir les performances que tu avais à 20. Ça n'a pas de sens. T'es juste différent. À 20, t'es plus explosif, t'as pas la même fibre musculaire, t'as pas le même cardio, t'as pas, t'es un peu plus jeune de corps, moins usé. À 60, en revanche, tu te connais. Enfin, surtout moi, puisque je suis vraiment sportive depuis toujours, donc je me connais bien. T'as plus d'endurance, t'es capable peut-être de faire plus longtemps, d'autres choses.
Donc, n'essaie pas de te comparer avec tes temps de 20 ans. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais moi, je courais plus vite à 20 ou 30. » Je dis « Oui, normal. Parce que tu cours plus vite à 30 ans que maintenant. Mais tu peux faire d'autres choses. » Et déjà, quand tu régresses pas, c'est que tu as progressé. Tout à fait. Il faut y penser à ça. Ça, c'est bien cette phrase. Quand tu régresses pas, tu as progressé. Déjà, tu peux te le dire à partir de 40 ans. Oui, mais tu sais, en fait, moi, je me pose pas toutes ces questions. Je suis pas du tout dans... être et avoir été, parce que sinon c'est horrible. Ouais, tu dis ça, mais en même temps, la dernière fois, quand on s'est parlé, t'aimerais bien être dans le podium des plus de 60. Ah oui, mais alors ça, c'est un autre truc. C'est que là, je me compare avec les gens de mon âge. Et justement, en sport, en triathlon notamment, quand tu passes une catégorie d'âge, t'es super content. C'est un des rares moments de ta vie où t'es content de vieillir. Parce que là, je vais cette année être la plus jeune de ma caté. Alors que depuis 2-3 ans, j'étais dans les plus vieilles de ma catégorie d'âge. Et du coup, je me retrouvais avec des jeunes. Eh oui, qui ont 5 ans de moins que toi ou 10 ans de moins que toi. Voilà, donc pour arriver à être dans les top 5, c'était vraiment, fallait que je rame. Là, je peux caresser l'espoir. Parce que tu vas être quoi, en 60-65 ? Oui, c'est ça. Eh Parce qu'en fait, dès que tu arrives dans ta 60e année, c'est-à-dire que tu as passé 59, tu rentres dans la catégorie supérieure. Non, mais c'est rigolo, voilà. C'est un petit jeu entre nous parce que dans le club, on se parle de ça. Non, mais je suis d'accord, moi aussi maintenant. Je suis très contente d'être en M1, bientôt M2 pour pouvoir à chaque fois. Et maintenant, je fais plus de podiums que quand j'avais 25-30 ans, parce que finalement, dans les catégories, surtout les femmes vers 40-45, elles n'ont pas beaucoup de temps parce qu'on est toutes à charbonner entre les enfants, le travail et les transports. Et donc, finalement, il y a pas beaucoup de M1 dans les catégories M1, M2. On n'est pas très nombreuses, donc tu peux facilement faire les podiums alors après, de catégories. Attention, Lucille, parce que tu crois que quand tu vieillis, ça va être plus facile. Mais elles sont plus nombreuses, par contre. Alors, c'est pas qu'elles sont plus nombreuses, c'est que celles qui restent, qui continuent, c'est des vrais pros. C'est des avions de chasse. Ouais. Je suis d'accord. Surtout dans les catégories Ironman. Ouais, c'est ça. Les filles, tu te demandes d'où elles sortent. Et en fait, quand tu cherches un peu, tu vois qu'elles sortent du vélo ou de la natation. Voilà. Donc, les gens qui restent un peu tard sur des trucs un petit peu extrêmes, c'est pas des nanas qui passent leur vie sur le canapé, tu vois. Donc ça, c'est bon. Ton côté quand même compétitrice, podium, toi, tu l'as quand même toujours un peu. Oui, ça m'amuse. Mais en vrai, je connais pas mes temps. Je suis un peu trop au feeling, tu vois. Je fais un peu la misère de tous les coachs qui me parlent de toutes mes FTP, watts. Alors, je dis à Tanguy, mais attends, qu'est-ce que je dois regarder sur mon compteur ? Encore, tu me demandes encore ? Bah oui, parce que moi, je suis vraiment au feeling. Donc c'est le sport. En gros, pour pouvoir continuer, donc tu fais du kitesurf, encore de la planche à voile. Non, je me suis mise à la wingfoil. Voilà. J'ai arrêté le kite. Okay. Et tu vois, ça c'est pas anodin. C'est que j'ai arrêté. Parce que t'avais peur. J'ai arrêté la planche parce que je me suis dit, je peux faire que moins bien finalement. Je vais faire que régresser tout le temps en planche. Et il arrivait d'autres sports, donc je me suis mise au kite. Mais au kite, j'avais toujours cette petite boule au ventre. T'es accroché à ces lignes, il peut toujours t'arriver quelque chose. Il arrive souvent des choses quand même en kite. Et puis il y a ce côté en kitesurf où on t'impose d'être dans des kite zones sur les plages. C'est très réglementé. À juste titre. Et moi, je fais pas des sports comme ça pour être en kite zone. Moi, j'aime la liberté quand je suis sur l'eau. Et la wingfoil, c'est un nouveau sport qui me rappelle beaucoup la planche à voile des années 80, avec tout le monde qui débute dans ce sport. C'est hyper frais. C'est des trucs nouveaux à apprendre. Et l'apprentissage, ça, c'est un élément très important et primordial quand on vieillit. Continuer à découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui sortir de sa zone de confort. J'aime pas trop ce terme parce que il est où le confort ? Enfin bon, bref. Mais apprendre des nouvelles choses, apprendre de nouveaux trucs, connecter de nouveaux neurones dans ton cerveau, parce que oui, le sport permet de connecter des neurones, permet de développer de la matière grise. Et cette phrase « un esprit sain dans un corps sain », elle prend tout son sens. Et c'est pour ça aussi que je suis très heureuse d'apprendre ce nouveau sport. J'en bave un petit peu, mais c'est top. D'apprendre des nouvelles façons de pratiquer, quoi, des nouvelles techniques, à ton corps, voilà, des nouveaux ressentis, des nouveaux trucs à mettre en place. Et c'est pas à 60, c'est beaucoup moins facile qu'à 20. Ouais. Mais une fois que tu l'as,
c'est incroyable. Tu passes, je sais pas moi, des semaines à apprendre un empannage, un jive, un truc que tu bloques, tu n'y arrives pas. Et une fois que tu y arrives une fois, tu y arrives tout le temps. C'est quand même assez incroyable, non? Ouais, un déclic. Ça, c'est un peu dans tous les apprentissages. Oui, mais justement, quand tu vieillis, tu peux avoir tendance à rester juste... penser trop vieux, j'y arriverai non, pas. oui, te dire ça, je sais faire, donc je continue. Bah alors là, tu piétines. Et ça me fait penser, j'ai un ami qui joue très bien au tennis, mais il sait faire que des coups droits. Et donc, ça fait 20 ans qu'il tourne autour de son revers. Ça fait 20 ans qu'il paye 2 fois par semaine un prof de tennis pour jouer avec lui et qui ne lui envoie que des coups droits. Ben, le prof, je m'excuse, mais ce prof, il n'est pas bon. Il devrait lui apprendre à faire un revers et pas tourner autour de son revers. Mais il veut pas. Il se reconnaîtra. Et donc, le foil, les sports d'eau, mais donc, quelle est ta routine sportive? En gros, chaque semaine, combien de temps tu passes à faire du sport? Est-ce que tu fais de la muscu, du stretching, du yoga? Voilà. Ça. Ouais. Oui. Alors, c'est quoi? C'est 10-12 heures par semaine? C'est entre... La semaine dernière, c'était une très grosse semaine. J'ai fait 15 heures. C'était beaucoup. Et donc, cette semaine, comme je suis à Paris pendant 3 jours, ce sera beaucoup moins. J'ai une routine, mais j'aime pas trop ce mot routine, finalement, parce que c'est une routine à géométrie variable. Mais chaque matin, quand je me lève, je fais au moins un quart d'heure de warm-up. Étirement, réveil musculaire. Alors avant, quand j'avais 20 ans, je me jetais du lit et je faisais 100 abdos. Maintenant, je me jette du lit et je fais des étirements du dos. Mais du dos, des hanches, voilà. Normalement, dans mon entraînement, il y a au moins 2 sorties vélo, 2 running, 2 natation. Donc, ça fait déjà... les sorties vélo, c'est entre 2 et 3 heures. Le running, il y a une séance de fractionné, une séance longue. Et la natation, c'est 2 séances à 2006. Ouais, donc 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure. Avec beaucoup d'éducatif. Et après, au milieu de tout ça, s'il y a du vent, ça chamboule tout. Et je dois intégrer... Ça chamboule tout parce que donc, tu vas faire du foil. Je vais faire je vais naviguer. Okay. Donc j'essaye, du coup, j'ai un home trainer, donc je fais du home trainer. La course à pied, c'est plus facile parce que tu sors, tu vas courir, c'est plus simple. Et dans tout ça, je dois essayer d'intégrer du renforcement musculaire parce que faire du renfort musculaire tout seul, pour moi, ça sert, à mon sens, ça sert pas à grand chose. Il faut l'additionner à du long, à du running long ou du vélo long ou de la natation, voilà. Que du renfort tout seul va pas me servir. C'est-à-dire quoi? Juste une séance comme ça ou juste faire du renfort et pas de cardio à côté? Faut pas faire que du renfort, faut faire du cardio. Oui, je suis d'accord. Il faut. Après, moi, c'est le meilleur des mondes pour moi, parce que c'est mon travail, entre autres. Mais faire que du renfort n'est pas aussi optimum que faire du renfort et du cardio. C'est bien d'arriver à combiner les deux. Dans sa semaine. Ok. Donc, en gros, entre 10 et 15 heures de sport par semaine. Pour moi, oui. Chaque semaine depuis que tu as 20 ans. Même avant. J'ai même parfois fait plus. Quand je fais des stages de triathlon, c'est des semaines à 30. Et donc là, tout le monde va dire... attention. Tout le monde va dire, déjà, comment tu fais pour pas t'épuiser ? Ouais. Et 2, comment est-ce qu'on combine la vie pro, la vie de couple? C'est ça. Bon, pour les gens qui ont une vie très active, qui sont citadins, etc., je pense que il faut partir sur des bases plus basses et essayer d'en faire plus. Parce que je sens bien que quand tu dis aux gens faites 1 heure au moins par jour, c'est impossible. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, je suis aussi très confrontée à ce genre de réflexion. C'est très difficile. Moi, faut considérer que ça fait partie de mon travail, comme toi. Mais ça fait aussi partie de mon travail d'essayer de pousser les gens, et surtout les femmes, à en faire un petit peu plus. Et en ce moment, j'essaye surtout de pousser les entreprises à l'intégrer. Parce qu'en fait, ce que les gens doivent arriver à comprendre, et surtout les entreprises, pour pouvoir proposer à leurs collaborateurs des douches, des temps aménagés, etc., c'est que quelqu'un qui est bien dans son corps, qui pratique du sport
santé, on va l'appeler santé parce que c'est ça, santé, va être plus performant, va être plus agile intellectuellement, va prendre des bonnes décisions, va être plus frais, va être plus gai, va être un meilleur collaborateur que quelqu'un qui est épuisé et qui doit prendre sur son temps de sommeil pour pratiquer du sport. Moi, quand j'entends les gens qui me disent, des nanas qui m'envoient des messages en me disant mais moi alors je me réveille à 5h30 parce que comme ça je fais mon sport puis après je le prends sur mon temps de repas etc ou mon temps de sommeil, je me dis mais waouh, mais vous êtes des héroïnes les filles. Oui, mais tu vois comment, parce que toi donc tu organises des séjours. Des séjours vitalité, plusieurs fois par an, des groupes de quoi, 8-10 personnes? 6. Donc, c'est des femmes qui ont roulé leur boss, qui ont beaucoup travaillé souvent. Qui continuent parfois. Voilà, qui sont dans la vie active. Non, enfin, c'est des femmes qui ont des jobs déjà bien ancrés. Qui ont une charge mentale énorme. Exactement. Comment est-ce que tu fais pour leur faire comprendre qu'il faut faire 1 heure de sport par jour, assez intense? Est-ce que t'es pas rebuté? Enfin, est-ce que t'as pas un peu les levées de bouclier? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Moi, je suis confrontée à ça aussi quand j'en parle chaque fois. Enfin, je me fais tracher. J'ai vu, mais j'essaye en fait, de leur expliquer que peut-être c'est bien de le fractionner, de faire une demi-heure. De quand on dit marcher, c'est une marche un peu intensive. C'est pas juste marcher tranquillou avec son téléphone en passant des mails en même temps, c'est pas possible. C'est marcher vraiment fort. Donc la demi-heure du matin, la faire déjà en marchant bien, en pensant à respirer, en étant vraiment dans une activité physique et pas une petite marche tranquille. Et c'est de l'installer dans une routine et de dire j'ai pas le temps, c'est vrai, mais trouve le temps. En fait, intègre ça comme quelque chose comme une priorité dans ta journée. On a tous des priorités de journée, on priorise, on fait l'urgent, l'important, tout ça. Et ça doit être dans le truc important. Et ça doit pas être, comme d'ailleurs le problème, c'est à l'école et dans plein d'autres trucs, quand on aura 5 minutes, on fera du temps. De sport. Quand on aura fait les maths, on fera l'activité physique. Mais alors comment est-ce qu'on l'intègre? Est-ce que tu connais des gens qui y arrivent? Parce que moi, au final, j'en connais très peu, mais j'en connais quelques-uns. J'en connais, mais elles se lèvent à 5h du matin. Parce que moi, j'en connais, mais finalement, ils ont choisi des jobs qui leur permettaient d'avoir cette flexibilité horaire et du coup, de pouvoir faire énormément de sport autour. Alors, des amis triathlètes, Ironman. J'avoue que d'abord, il y a le lieu où tu vis. Quand tu es dans des grosses villes comme Paris, où tu as des temps de transport énormes, tu peux pas demander aux gens qui ont déjà 1 heure de transport pour aller au bureau et 1 heure pour rentrer, d'aller caser 1 heure de sport. Il y a un moment donné, ils ont des vies, des enfants, des maris ou des femmes, enfin des conjoints. Déjà, j'ai l'impression qu'ils ont le sentiment de pas avoir de vie. Si en plus on leur demande de prendre sur tout ça... Quand tu vis dans des plus petites villes ou à la campagne, les choses sont beaucoup plus simples. Tout le monde n'est pas parisien, tout le monde n'est pas marseillais, tout le monde n'est pas lyonnais. Quand même, la France est assez vaste. Pour ceux qui vivent dans les grandes villes, peut-être trouver des salles de sport qui se trouvent à côté du bureau pour pouvoir s'échapper entre midi et deux. Ou y aller un petit peu avant et aller au bureau, parce que le cardio, ça peut être aussi sur un vélo d'appartement, un home trainer, avec de la musique, trouver du ludique. Voilà. La piscine, c'est compliqué. Les horaires de piscine, c'est jamais au moment où les gens, voilà. Ou alors c'est blindé quand c'est ouvert, parce que c'est ouvert 1h15. Voilà, c'est ça, parce que moi, je vais beaucoup à la piscine. C'est une piscine municipale à Hyères. Mais c'est dingue, elle est ouverte tout le temps et on a la chance d'avoir un bassin extérieur de 50 mètres chauffé, enfin un truc de dingue. Quand j'habitais Marseille, c'était tu vas au Cercle des Nageurs et ça te coûte une blinde parce qu'il n'y a pas de piscine. Donc en fait, c'est aussi au pouvoir public. Et là, j'attends beaucoup de cette année 2024 où nous avons apparemment la grande cause nationale. La grande cause nationale. Eh bien, cette grande cause nationale, elle doit pas être à destination uniquement des individus, mais elle doit être aussi à destination des entreprises, des écoles, pour que on propose aux enfants et aux collaborateurs des moments où ils puissent. Il n'y a que 13% des entreprises qui proposent du sport au sein de leur structure. Hélas. Hélas, mais je pense que c'est tellement culturel. C'est ça. Que chez nous, on a plus de temps dans certaines entreprises pour aller, alors je parle
peut-être de ceux qui font des repas d'affaires, voilà, manger pendant 1h30 que d'aller faire un petit jog, un rendez-vous de voilà, jog. un rendez-vous de jog ou un rendez-vous sur des home trainers et on discute en pédalant, par exemple. Pourquoi pas Pourquoi pas, mais bien sûr. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, des rendez-vous de jog. Donc, en fait, je dis, les gens, ils veulent me rencontrer, Bah, je dis, OK, mais par contre, est-ce que vous savez courir? Comme on avait fait une fois toutes les deux, exactement. on avait été à Saint-Cloud, on avait couru. Bah voilà. Et en fait, ça marche très bien. C'est-à-dire que au lieu de prendre un café viennoiserie, bah tu rencontres les gens, on est déjà en tenue, on va courir, pas forcément vite ni rien. Alors ça dépend, parce que quand tu prends rendez-vous avec les gars de Strava, c'est toi qui rames, mais c'est pas grave. et tu discutes un peu, et au final, la discussion est vachement plus riche et sympa. Bien sûr. Et après, au pire, tu prends un café, ils rentrent chez eux dans leur boîte et on a fait un rendez-vous. C'est vraiment possible. Ça veut dire que dans leur boîte, il y a une douche. Ça veut dire que ils peuvent retourner bosser. Voilà, parce que ça. C'est en fait, il y a même, tu sais, il y a des sociétés où il y a des salles de sieste aussi. C'est rare quand même. Parce que, on le sait, aller 10 minutes dormir, ça recharge. En fait, j'ai l'impression on raisonne peut-être dans le mauvais sens et que on essaye d'intégrer quelque chose dans un système qui n'est pas fait pour l'intégrer et qu'il faudrait déconstruire quelque chose pour arriver à le reconstruire. Est-ce que ça peut se faire avec juste une année profitant des jeux en disant oui, le sport pour tous? Je suis complètement d'accord avec le concept. J'encourage. Mais je ne sais pas si ça devrait pas partir d'en haut et ruisseler, voilà, en positif, quoi. Moi, je les ai eu au téléphone il y a pas très longtemps, le chargé de la grande cause nationale au ministère des Sports. Il s'appelle Vincent Roger, très très agréable. Pour l'instant, leur discours, c'est on peut pas tout changer d'un coup et il faut au moins parler de choses possibles. Voilà. Ouais. C'est quoi les choses possibles? C'est ça, c'est-à-dire 30 minutes minimum, au moins un peu marcher. Oui, mais donc on s'adresse encore aux individus et on stigmatise ceux qui ne font pas. Mais on leur donne pas la possibilité de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, je suis d'accord. En fait, c'est que rien n'est fait pour que ce soit possible. Déjà, rien que les ouvertures de piscine, les horaires douches, de présence. Par exemple, là, ce soir, je vais dîner avec des potes. Pas un pote n'est disponible avant 20h15. Je veux dire, c'est pas normal. Alors ça, c'est à Paris. C'est à Paris, parce qu'en province, c'est pas le cas. Mais en France, c'est pas comme les pays anglo-saxons. On doit rester tard au bureau. Ouais. On doit faire de la présence. Tout à fait. Et alors qu'en Angleterre, je pense que tu as un mari anglo-saxon, donc tu le sais, si tu es parti après 5 heures, c'est que tu n'as pas bien organisé ton temps de travail. Et puis on est surtout, on considère que les gens sont responsables et que quand ils partent, c'est qu'ils ont fait leur boulot. Et puis bon, tu as une semaine pour faire quelque chose, tu dois pas tout faire le premier jour. Non, mais c'est vrai qu'en France, il y a quand même cette culture du workaholic qui fait énormément d'horaires, qui bosse énormément. Tu vois le vélo du boss qui est là jusqu'à 20h, tu restes jusqu'à 20h. Tout à fait. Mais sauf que lui, c'est le boss, il a peut-être d'autres choses à régler. Si lui, il a envie de rester jusqu'à 20h, c'est bien, mais est-ce qu'on est efficace en restant jusqu'à 20h et qu'on est à 22h chez soi et que du coup, on dort à peine et que on est en charge mentale énorme et qu'on se demande où va sa vie? Je pense qu'il y a un vrai débat de fond et il va y avoir beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle quand même alimentation parce que il faut nourrir toute cette activité physique, il faut aussi nourrir son vieillissement, son bon vieillissement. Alors, la dernière fois qu'on en a discuté, toi, tu étais plutôt paléo sans gluten. Pourquoi paléo? Je sais pas, ce que j'avais un peu plus ou moins compris. C'est quoi ce que tu appelles paléo? Le côté beaucoup de légumes, très peu transformés. Plutôt viande, poisson et pas trop de féculents. J'avais compris ça de ton alimentation. Ça dépend des moments. En tout cas, j'essaye d'éviter le gluten parce que ça me réussit pas trop. Et ça, tu t'en es rendu compte il y a longtemps? Ouais, ça fait longtemps. Okay. Mais je réalise que si je fais tout sans gluten et que je mange un peu de gluten, c'est pire que tout. Donc, j'essaye de mixer, voilà, d'en prendre le moins possible. Là, j'ai vraiment réduit le sucre parce que, voilà, le sucre, c'est addictif, c'est pas exactement ce dont on a besoin, en tout cas pas trop. Pourquoi tu mangeais des gâteaux, des sodas? Non.
Non, déjà, je mangeais pas tout ça. Ok, alors t'as fait comment pour diminuer encore plus? Eh bien, je fais attention à pas, par exemple, trop de fruits. Voilà, parce que c'est quand même assez sucré. Ah ouais, donc quoi, tu manges quoi? 2 fruits? J'essaye de pas trop manger, en réalité. Je pense que je mange trop, je m'en mange trop, quoi qu'il arrive. Je suis assez à la demande, comme les bébés, tu sais, qu'on nourrit à la demande. Des fois, j'ai faim, je mange. Mais je ne mange rien de transformé. Je cuisine. Mon mari cuisine beaucoup. Maintenant, il est avec son vitaliseur, alors on est dans la basse température. Il cuisine énormément de légumes. On fait des gratins de légumes, voilà. Mais c'est vrai que je mange très peu de riz. Pas énormément de pâtes non plus. Plutôt, si je prends des féculents, ce sera de la patate douce, pommes de terre, butternut, voilà, des légumes, des lentilles, d'oléagineux. Ouais, je réfléchis. Ouais, donc c'est ça, assez peu de féculents. Assez peu de féculents. Et si c'est des féculents, j'essaye de prendre plutôt du complet, pas du blanc. Parce qu'encore une fois, dans le blanc, il y a beaucoup de sucre rapide. Et parce qu'avec 10-15 heures de sport par semaine, t'arrives à nourrir assez de... Oui, je mange. Okay. Le matin, je mange de l'avocat, des œufs. J'essaye de pas trop manger de pain parce que, en fait, je me rends compte que le pain, ça te coupe la faim, mais de façon assez brève, finalement. Et alors, je dis qu'il faut pas trop grignoter, mais si j'ai vraiment faim, je mange. Je suis pas obsédée par le poids. Je suis pas toujours en train de me peser. Bon, j'ai la chance d'être mince assez naturellement quand même. Hein. Faut toujours se relativiser les choses. Alors après, chance, tu fais 10 à 15 heures de sport par semaine, tu manges hyper bien. Oui, mais j'étais pas une petite fille ronde. J'ai toujours été sportive, mais j'ai toujours été assez menue. Et c'est plutôt à la ménopause, il faut toujours faire gaffe parce qu'on change. Hein. Après 40 ans, on change. Ça s'est passé comment pour toi d'ailleurs ça? Parce que est-ce que tu as eu une transition difficile? Tu as dû adapter plein de choses? Non. Hormonothérapie ou pas? Ah oui, alors je fais de l'hormonothérapie, oui. Bon, moi j'ai dû avoir une opération, donc j'ai plus de, comment on appelle ça, j'ai plus d'ovaires, plus de tronc, plus rien. Mais ça a déjà été un parcours très compliqué pour moi. Ma fille, ça a été compliqué. J'ai dû avoir plusieurs opérations. Ça s'est passé de façon très médicale. La grossesse. Voilà, la grossesse. On appelle ça aujourd'hui une PMA. À l'époque, on appelait ça une FIV. Donc, j'ai déjà un parcours gynéco un peu compliqué. Et en fait, quand le médecin m'a dit, j'avais beaucoup de fibromes, ce serait bien qu'on enlève tout, j'ai dit, écoutez, vous savez quoi, je serais enfin débarrassée de ce truc qui me pose problème depuis toujours. Donc, pour moi, c'était pas un souci. Mais j'avais une hormonothérapie puisque je n'avais aucune contre-indication. Et pourquoi est-ce que je l'ai suivi et que je continue à le suivre? C'est qu'il y a quand même une pathologie chez la sportive ménopausée, et notamment avec les tendons, les ligaments, puisqu'on se dessèche, hein, ça littéralement, la peau, mais aussi le reste. Et dessèche plutôt en termes de gras. Oui, mais même on se dessèche cutané, etc. Donc l'élasticité de tout. Et quand on suit une hormonothérapie, on se dessèche moins, puisque on fait comme si on l'avait pas, en fait. On fait croire à notre corps qu'on n'est pas ménopausé, mais on l'est quand même. Finalement, je pense que la phase la plus compliquée pour la femme ménopausée, c'est la préménopause. Parce que c'est le moment où il n'y a pas de traitement. Pas encore, puisqu'on a encore un système qui fonctionne, mais où on commence à avoir tous les dérèglements, c'est-à-dire les bouffées, les suées, l'irritabilité, le sommeil abîmé, et tout ça. Et là, moi, je prenais de la phytothérapie. J'avais trouvé en pharmacie des trucs à base de plantes qui m'aidaient à bien régler ça. Et surtout, là, le sport t'aide à réduire énormément les symptômes de préménopause et ménopause. Et c'était quoi comme sport? Plutôt muscu, plutôt cardio? Mais moi, je n'ai jamais changé. On ne change pas une équipe qui gagne. Okay. Toujours varié. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de varier les sports. De ne pas être monosport. D'abord, on va moins se blesser. Et surtout, on va continuer à y prendre du plaisir. Parce que ce que j'entends beaucoup, c'est les nanas qui me disent « Moi, j'aime pas courir. » Et je dis « Surtout, ne cours pas. » Parce que tu vas jamais courir. Ou si t'aimes pas courir, peut-être parce que t'as pas encore les endorphines. Pour les mauvaises raisons. Oui, mais t'as pas encore les endorphines qui fonctionnent parce que chez toi, chez moi, les endorphines, elles arrivent assez vite.
Moi, au bout de 10 minutes, ça y est, je suis en joie. Ouais, alors que les gens qui sont dans la douleur pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils disent, ils sont où les endorphines? Elles sont là, mais elles attendent un peu. Et puis, donc, trop dur aussi. Et je lui dis, mais si t'aimes danser, prends des cours de danse. T'aimes nager, prends des cours de sirène, mets des palmes. Trouve quelque chose dans lequel tu vas avoir du plaisir déjà avant. C'est une espèce de petit truc, un petit engrenage. Et après, ton plaisir, il arrive plus vite. Et si tu varies, c'est ça l'avantage du triathlon aussi, c'est que tu es sur 2 sports portés et un sport non porté. Donc, tu ne fais pas que courir, tu n'abîmes pas tes articulations. Parce que moi, j'ai quand même du bol, j'ai presque 60 ans et j'ai pas les genoux abîmés, j'ai pas le dos, alors j'ai un petit peu mal au dos, bien sûr, mais comme tout le monde. Mais franchement, j'ai mal nulle part. Ouais, après tu parles beaucoup de chance, moi j'y crois pas. La chance, je crois que tu vois, c'est plutôt cette discipline, oui, cette c'est vrai. Après, je ne bois pas d'alcool, voilà, je dors, j'ai une vie hyper healthy. J'aime pas le mot sain parce que ça oppose sain à malsain. Oui. Et je ne veux pas stigmatiser les gens. Et les gens me disent, oui, mais moi, il faut vivre, quoi. Je dis, ouais, mais moi, je vis. C'est pas parce que on vit, on vit. Je vis, je suis gaie. Je profite de la vie. Avec voilà, je sors. Mais quand je sais que je dois courir le lendemain matin... tu te peintes pas la gueule. Non, mais en fait, j'ai jamais vraiment bu. Je supporte pas l'alcool. Et alors, de moins en moins. Donc, voilà. J'ai une copine qui m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Sobrologue ou un truc comme ça. Je trouvais ça assez beau parce qu'il y a la sobriété. Elle m'a sorti un joli mot parce que j'étais venue avec ma bouteille de gingembre. Je lui ai offert. Ginger beer. Ouais, une ginger beer. Avec de l'eau gazeuse, c'est super bon. Attention en revanche, de pas trop en boire le soir à l'apéro parce que tu dors pas de la nuit. Parce que c'est hyper excitant quand même. Le gingembre, ouais. Ouais. Et la dernière fois, avec Tanguy, on avait apporté notre bouteille. Il fait, à 5 heures, à 3 heures, tu dors? Non. À 5 heures, tu dors? Ben non. Non, je comprends pas. Il dit, mais c'est peut-être le demi-litre de Ginger beer, ouais. Ouais. Ok. Ouais. D'ailleurs, en parlant de couple, donc ça fait 40 ans que vous êtes ensemble, toi et ton conjoint, presque. Oui, 81. 42 ans, donc, je confirme. Ouais, j'avais 15 ans. Mon année de naissance. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour avoir une vie de couple aussi longue durée? Quel est le secret? Parce que là, pour le coup, t'en as forcément des trucs à dire. Il y a quand même aussi la chance, encore une fois, de tomber sur le bon assez vite. Tout de suite d'ailleurs, puisque c'est... Vous êtes rencontrés à 15 ans? J'avais 15 ans et demi, moi, presque 16. Et lui, il est beaucoup plus vieux, et il a 4 ans de plus que moi, il est né en 60. Alors d'abord, pendant presque 6-7 ans, j'étais en Coupe du Monde et j'étais absente 6 à 8 mois par an. Donc, on a quand même, voilà, en temps cumulé, c'est peut-être un petit peu moins. Et puis ensuite, j'ai toujours été absente pour les tournages, maintenant beaucoup moins, mais quand je partais faire les Intervilles, les cartes au trésor, les trucs, je partais des semaines travailler. Donc, on a toujours eu cette relation distancielle, une relation, oui, intermittente. Mmh. Je suis intermittente du spectacle, mais aussi intermittente du couple. Et maintenant, non, mais du coup, on n'a pas eu cette routine peut-être qui peut être usante, oui. Mmh. Et puis on a toujours partagé. Dès que j'étais là, on a toujours tout partagé. C'est-à-dire que tous nos loisirs, on les fait ensemble. Tous nos sports, on les fait ensemble. Nos voyages, on les fait ensemble. On partage énormément de choses. Alors, on se chamaille, évidemment, mais on n'a jamais d'énormes disputes. On est d'accord sur nos chemins de vie et on fait des points régulièrement où on se dit, bon, ben voilà, où est-ce qu'on va? Quels sont nos désirs? S'adapter, voilà, c'est faire des compromis quand même, la vie à deux. Et quand tu as des enfants, ça perturbe tout ça en plus. C'est un peu le chamboule-tout, les gosses. C'est génial parce que ça construit une famille et en même temps, ça déconstruit un peu une vie de couple. Surtout que nous, Nina, elle est arrivée, on avait déjà 18 ans de vie à deux. Donc ça a été dur pour elle de trouver sa place dans ce couple fusionnel que nous sommes. Et après, une fois que tu es
après 50, après 60, il faut encore trouver un nouvel équilibre et pas être comme deux petits vieux. Vous avez eu ça, le syndrome du nid vide? Non, on l'a pas eu. Au contraire, c'était peut-être enfin, on va être plus cool. Non, on a toujours été cool et on n'a pas eu le syndrome du nid vide. Et moi, j'ai toujours considéré que quand tu as des enfants, tu les élèves pour qu'ils apprennent à partir du nid, justement. Et que aujourd'hui, je suis hyper fière, heureuse de voir que ma fille est quelqu'un d'épanoui, qui réussit, qu'elle est une belle personne et que surtout elle a les valeurs que nous avions souhaité lui transmettre. Ça, vraiment, je trouve que c'est une réussite et que c'est ça, l'éducation. C'est de transmettre des valeurs à tes enfants et qu'ils arrivent à l'âge adulte, parce que il y a toujours des moments où c'est un peu plus compliqué, quand ils ont 14, 15, 16, ils sont en totale opposition à tout, c'est normal. Ils se construisent comme ça, en déconstruisant eux aussi. Je suis en plein dedans. Voilà. Je connais bien. Et donc, faut pas être en frontal à ce moment-là. Il faut être, je pense, dans le dialogue, expliquer que, et puis surtout lui dire, ben voilà, tu vois, moi je suis pas parfaite. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Je ne suis pas superwoman, parce que c'est l'image aussi que les gens lui renvoient de moi, et c'est pas évident pour ma fille. Et nous sommes différentes. Tu n'es pas un petit moi. Tu es toi, avec des trucs qui sont de nous, de ton père et de moi, mais des trucs qui sont de toi aussi. Et donc, tu te construis comme ça. Mais les valeurs, c'est important. Et toujours en termes de couple, donc quand tu pars longtemps en tournage avec tout le monde qui est à tes petits soins, dernière question, et comment est-ce qu'on fait pour ne pas craquer dans l'infidélité ça, c'est pas un sujet pour moi. C'est pas un sujet. Non, du tout. Non, ça m'a jamais. Okay. Vraiment, c'est pas un sujet. Tanguy, c'est l'homme de ma vie. C'est ma moitié. C'est ma part non négociable, comme j'aime le dire. C'est le père de ma fille. C'est mon amoureux. C'est mon amant. C'est mon partenaire. C'est mieux qu'un frère. Et je l'ai choisi. T'as cette sensation de la travailler, cette idée-là, ou est-ce que c'est un peu une discipline, brainwash, on est mariés et c'est comme ça? Ah non, c'est pas on est mariés, c'est comme ça, c'est... on a une vie, j'ai une vie, je pars beaucoup. Je suis souvent... je peux être sollicitée, parce que je suis dans des milieux où voilà, où on sait que ça peut être des sollicitations, et je suis quelqu'un de tellement droit, et je sais que s'il y avait l'ombre d'un doute, notre vie serait invivable. Pour lui, qui deviendrait jaloux, pour moi, qui le serait peut-être. Cette relation de confiance qu'on a l'un envers l'autre, c'est un peu la base de l'équilibre de notre couple, et c'est ce qui fait que moi, je lui dis tout. Et je pense que si c'était pas le cas, si j'avais quelques, en voile on dit des spin-out, si j'avais décroché et que je lui ai dit ou pas, enfin ce serait insupportable, parce que plus rien ne serait possible comme avant. Voilà. Et je l'aime surtout. Et donc moi quand j'aime pas quelqu'un d'autre. J'aime celui qui est là. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 15 années à venir? Oh là là! Donc un podium dans ta catégorie en Ironman. Je ne vais jamais si loin dans mes réflexions. Okay. Je ne suis pas quelqu'un qui projette 15 ans, si loin. Ça te paraît trop loin? J'ai toujours dit, mon mari me dit toujours, et dans 10 ans, tu te vois comment? Écoute, déjà, si je suis vivante dans un an, dans un mois, ce sera merveilleux. Ok, au jour le jour malgré tout. Au jour le jour. Ok. Merci Nathalie. Merci Lucille. Alors, je ne sais pas vous, mais à la fin de cet échange, je me suis sentie reboostée, motivée. Nathalie Simon, c'est vraiment la preuve qu'on peut vieillir en pleine forme, qu'on peut continuer à mordre la vie à pleines dents après 60 ans. On a aussi l'impression qu'elle va jamais s'arrêter. D'ailleurs, je pense qu'elle ne s'arrêtera jamais. Mais, vous avez vu, ça passe aussi par une hygiène de vie drastique, même si pour elle, c'est un quotidien normal. On en parlera, je pense, la semaine prochaine avec David dans le débrief. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Nous comptabilisons désormais 15 000 auditeurs par semaine sur Long Live. Ça fait chaud au cœur. Alors continuez d'en parler autour de vous. Partagez le podcast, partagez les bonnes ondes de Long Live. Et à bientôt. Salut!